merci à tous d'être venus. Merci Yvan Ségré d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu compte tenu du sujet, qui n'est pas un sujet voilà, commun à Sciences Po. Donc ce soir, on a défini avec Yvan Ségré le sujet, Bible et Révolution, mais il est totalement libre dans... Enfin, je t'ai laissé une liberté totale dans le propos, donc je ne sais pas du tout de quoi tu vas parler. Non mais c'est vrai. Voilà. Je vais essayer de te présenter, ce qui n'est pas facile, mais disons que ton parcours, bon, tu as commencé par des études de lettres et de philo, à Paris 10, à Paris 8, tu es docteur en philosophie, ta soutenance de thèse, donc ton maître de thèse, ton directeur de thèse, pardon, c'était Daniel Ben Saïd. Daniel Ben Saïd, la grande figure de la LCR de l'époque, donc de la Ligue communiste révolutionnaire, donc qui est devenue NPA. Donc c'est avec Daniel Ben Saïd, donc Daniel Ben Saïd, ton directeur de thèse. Dans le jury de ta thèse, quand tu as fait ta soutenance, d'un côté Alain Badiou, donc Alain Badiou que tout le monde connaît. On le connaît surtout pour ses engagements politiques, pour son passé maoïste. Mais bon, je crois que c'est le plus grand philosophe français lu à l'étranger. Voilà, je sais pas, tu ne me contrediras pas là-dessus. C'est ce qu'il dit. D'un côté Alain Badiou, Daniel Ben Saïd, et de l'autre René Lévy. René Lévy, donc, qui est le fils de Béni Lévy, et qui était à l'époque, qui est toujours, mais je crois aussi, qui est directeur de l'Institut d'études lévinassiennes. L'Institut d'études lévinassiennes, pour faire très simple, qui a été fondé par Béni Lévy. On ne va pas retracer le parcours de Béni Lévy, sauf si, enfin, qui est passionnant du reste, mais par Béni Lévy, par Alain Finkielkraut et par Bernard-Henri Lévy. Voilà. Donc déjà, on pose le cadre. Donc ta soutenance de thèse, donc ta thèse qui s'intitulait, faisons ensemble, La réaction philosémite à l'épreuve de l'histoire juive, et qui a été éditée en 2 volumes aux éditions Ligne en 2009. Premier volume, Qu'appelle-t-on penser Auschwitz, avec une préface d'Alain Badiou. Et deuxième volume, La réaction philosémite, qui a fait énormément de bruit, qui a fait beaucoup de bruit dans les milieux communautaires, parce qu'un intellectuel de Strasbourg a dit que c'était un nouveau protocole des sages de Sion. C'est un intellectuel, c'est un gros mot, ça. Professeur à l'université. D'accord, donc professeur à l'université de Strasbourg. Est-ce que tu peux, compte tenu voilà, de tout ce que je viens de dire, peut-être expliquer très rapidement la thèse que tu défendais dans ce livre, qui était, ce ne sera pas le thème de ce soir, mais c'est intéressant. Dans la réaction philosémite, la thèse était que, sous couvert de la défense d'Israël et de la lutte contre un nouvel antisémitisme, sous couvert de ces mots d'ordre-là, ce qui se jouait en réalité était le mot d'ordre d'une défense de l'Occident qui renouait avec des motifs politiques qui étaient ceux de la droite nationaliste, voire de l'extrême droite, identitaire en Europe et en Occident. Et que donc, voilà, c'était ça la thèse principale. C'était de le montrer à partir d'analyse de textes. C'est-à-dire, je prenais des textes de ces intellectuels qui donc posaient comme mot d'ordre la lutte contre l'antisémitisme et la défense d'Israël, et je montrais en analysant ces textes qu'en réalité, ce qu'on voyait assez clairement, c'est que les ressorts idéologiques prégnants n'étaient pas ceux qu'on disait, mais étaient au fond des thématiques politiques qui historiquement relevaient de la droite nationaliste. Et que pourquoi est-ce que ça s'élaborait sous couvert du signifiant juif, au fond, parce que selon moi, c'était la thèse que je défendais, c'est qu'au fond, comme Auschwitz a disqualifié ces thèses qui étaient celles de la droite nationaliste, pour les requalifier, il n'importait qu'on passe par la médiation, au fond, de ces mots d'ordre-là, qui fonctionnent un peu comme je dirais, un cache-sexe, au fond, qui
qui sont la défense d'Israël et la lutte contre l'antisémitisme. Voilà, je résume en 3 phrases de manière un peu abrupte pour avoir tous les... Ça s'appelle les conclusions sans les prémices. Pour avoir toute la démonstration, il faut regarder le livre en question. Et d'ailleurs, tu as donné très récemment, a été publié une suite à la réaction philosémite qui s'appelle donc l'intellectuel compulsif et qui est en fond une réponse à Alain Badiou, à Alain Finkielkraut, concernant donc une chronique qu'il a consacrée à un film co-réalisé par un juif, par un israélien et un palestinien qui s'appelle Route 181. Et là, au cours de donc tout au long de ce livre, tu t'efforces de répondre pied à pied aux analyses d'Alain Finkielkraut en reprenant, là encore, cette grille de lecture. Voilà. En quelque sorte, disons que ce livre en question est sorti en septembre 2015, il s'appelle L'intellectuel compulsif et sous-titré La réaction philosémite 2. Donc, effectivement, c'est comme le second volet. Et là, le thème du livre, c'est que lorsque Eyal Sivan et Michel Cléfy ont co-réalisé un documentaire qui s'appelle Route 181, et on peut dire que le propos de leur film est de défendre l'idée d'un État commun en Israël-Palestine. Et lorsque ce film a été diffusé sur Arte, il y a eu une émission radio d'Alain Finkielkraut, dans laquelle il s'en est pris très violemment au réalisateur et en particulier à Eyal Sivan, en qualifiant ce film d'appel au meurtre des Juifs. Voilà. Et donc c'est l'analyse au fond de... Ce qui m'intéressait évidemment, c'était d'analyser le film, de voir de quoi il est question dans ce film, est-ce qu'il est effectivement question d'appel au meurtre des Juifs ou est-ce qu'il n'en est absolument pas question. Et s'il n'en est absolument pas question, alors pourquoi est-ce que Finkielkraut utilisait cet argument massu pour disqualifier le propos politique de ce film-là? Et donc c'est aussi une manière d'avoir à l'esprit de comprendre les ressorts d'une instrumentalisation du qualificatif d'antisémite qui auparavant dans l'histoire était la lutte contre l'antisémitisme, était un marqueur plutôt idéologiquement de gauche, et il a été réapproprié, détourné pour devenir un marqueur idéologique plutôt de droite, mais évidemment au prix d'une reformulation complète du sens, puisqu'il ne s'agit plus de qualifier des propos qui sont racistes contre les Juifs, mais de qualifier un propos politique qui, en l'occurrence, consiste à promouvoir l'idée d'un État commun en Israël-Palestine. Donc c'est le propos de ce livre, d'analyser tout ça à partir d'un cas d'école très circonscrit. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est ce qui peut paraître un fait anecdotique, c'est un peu un fait de micro-histoire, ça vous permet de vous approprier un corpus limité, mais qui va concentrer beaucoup de questions, et donc de pouvoir les analyser de manière exhaustive à partir d'un cas particulier. Voilà, donc ça c'était un peu le versant, disons, pratique ou disons plutôt polémique de ton travail, mais il y a aussi tout un versant théorique, et là intervient donc ta double fonction de philosophe et de talmudiste. Philosophe, pour faire très très simple, et tu me diras ce que tu en penses, je dirais, pour résumer, que tu es à la fois spinoziste et badiusien. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? C'est-à-dire que, oui, au sens où les deux philosophes que j'ai le plus convoqués dans mes livres sont Spinoza et Badiou. Donc c'est pour ça que, effectivement, et moi j'ai pas de problème à reconnaître spinoziste et badiusien au sens où leur proposition philosophique fondamentale, je l'ai fait mienne sans problème. Maintenant, pour se qualifier vraiment de spinoziste ou de badiusien au sens philosophique, ça supposerait vraiment d'épouser leur système. Or, c'est pas tout à fait mon propos ni mon cas. Ça permet de situer. Oui, donc c'est des philosophes qui sont quand même présents, tout à fait très très présents dans le travail, c'est pour ça. Absolument. Mais voilà, donc ton travail théorique, simplement,
voilà, je viens de parler de ta fonction de talmudiste. Est-ce que tu peux expliquer très rapidement de quoi il s'agit? Parce qu'il y a sûrement des gens ici qui ne savent pas. Et d'ailleurs, oui, non, c'est vrai. Tu peux très rapidement. Bon, d'ailleurs, c'est une grande influence, pardon, sur ta méthode, sur ton travail, sur ta méthode, sur ta façon d'analyser les textes, qu'ils soient religieux ou non. Alors, oui, c'est-à-dire que bon, le Talmud, c'est un ensemble de traités qui ont été composés entre le 2e et le 6e siècle de notre ère, et sur lesquels j'ai passé beaucoup d'années à travailler, à étudier ces textes-là. Et effectivement, ma spécificité dans mon travail, c'est que plus que philosophe, au fond, ce que je sais faire, c'est analyser des textes, voilà. Déchiffrer, analyser, problématiser des textes. Et donc, ce souci du texte, de la lettre, de la littéralité, effectivement, caractérise mon travail. D'accord, donc je citerai très rapidement tes deux livres qui sont parus à la Fabrique, tes deux livres théoriques. D'abord Le manteau de Spinoza, puis vient Bible et Révolution. Bon, Judaïsme et Révolution, pardon. Bible et Révolution, c'est le sujet de ce soir. Et d'ailleurs, je vais te laisser tout de suite la parole. Merci encore d'avoir répondu, d'avoir le droit à la présentation. Merci à toi, merci à vous. Donc, je parle, disons, 1 heure, et puis je me laisse un temps pour les questions. On fait comme ça. Donc oui, je vais faire une petite exposé pour l'occasion, que j'ai intitulé la rencontre des frères ennemis. Donc c'est un titre. Et je vais commencer par vous rappeler la conclusion de Marx dans son texte qui s'appelle Sur la question juive. L'émancipation sociale du juif, c'est la société s'émancipant du judaïsme. C'est une formule célèbre, la société s'émancipant du judaïsme, qui montre d'emblée comment le judaïsme, dans l'histoire de la philosophie occidentale, a mauvaise presse, puisque c'est un motif qui court de Luther jusqu'à Marx, et bien au-delà de Marx, donc chez Kant, chez Hegel, chez les néo-hegeliens, Feuerbach, Bauer, et bien au-delà. Alors, ça c'est un point évidemment qui m'intéresse, et on va essayer de le préciser un peu. Alors dans le texte La question juive de Marx, un des propos, si je fais abstraction 2 secondes de la question du judaïsme, et dans le texte, dans le corps du texte de Marx, de ses propositions philosophiques et politiques, un passage essentiel, c'est sa critique des droits de l'homme et sa critique de la Révolution française comme étant, au fond, l'avènement d'une société bourgeoise, régie par la marchandise. Et donc je vais vous lire un passage qui est particulièrement crucial. Donc, le droit de l'homme à la propriété privée est donc le droit de jouir de sa fortune et d'en disposer à son gré, sans tenir compte d'autrui, indépendamment de la société. C'est le droit à l'égoïsme. Cette liberté individuelle, tout comme sa mise en application, forme le fondement de la société civile. Elle laisse chaque homme trouver dans les autres hommes non pas la réalisation, mais au contraire la limite de sa liberté. Aucun des droits de l'homme ne va au-delà de l'homme égoïste, de l'homme tel qu'il est comme membre de la société civile, c'est-à-dire comme individu replié sur lui-même, sur son intérêt privé et son bon plaisir, et séparé de la chose publique. Bien loin que l'homme soit englobé dans celle-ci comme être appartenant à une espèce, c'est au contraire la vie de l'espèce, la société,
qui apparaît comme un cadre extérieur aux individus, comme une restriction apportée à leur autonomie originelle. Le seul lien qui les rassemble est la nécessité naturelle, le besoin et l'intérêt privé, la conservation de leur propriété et de leur personne égoïste. Ce que Marx met en cause, au fond, c'est l'idée d'une conception de la société, du projet social, où l'homme ne trouve pas en autrui la réalisation de sa liberté, mais la limite de sa liberté. Donc une conception négative. Et qui, selon lui, relève d'une structuration sociale fondée sur la marchandise, le commerce des choses, donc dans sa formule, le seul lien qui rassemble les hommes dans une telle société, c'est la nécessité naturelle, le besoin, l'intérêt privé, la propriété privée, et leur personne égoïste. Et je vous ai cité d'abord la conclusion de Marx, donc, qui évoque la question de la société s'émancipant du judaïsme, donc la société humaine que Marx appelle de ses voeux, une société libérée de cet égoïsme structurant fondamental, et dont on comprend qu'il caractériserait, au fond, le judaïsme. Le paradoxe, c'est que lorsqu'on quitte cette longue chaîne de la tradition philosophique occidentale de Kant jusqu'à Simone Weil, la philosophe, au moins, et qu'on s'intéresse à d'autres textes, on va trouver une autre conception du judaïsme. Évidemment, je vais chercher chez Emmanuel Levinas, je vais vous extraire de vaste corpus une phrase que je tire d'un recueil d'articles qui s'appelle Difficile liberté, dans laquelle, je vous lis la phrase de Levinas, c'est page 35 dans l'édition de poche. La relation éthique apparaîtra au judaïsme comme relation exceptionnelle. En elle, le contact avec un être extérieur, au lieu de compromettre la souveraineté humaine, l'institue et l'investit. La transcendance chez Lévinas, c'est la transcendance non pas d'abord du divin, mais d'autrui. Et ce que dit Lévinas dans cette phrase, c'est au fond précisément que autrui n'est pas la limite de ma liberté, n'est pas ce qui vient compromettre la souveraineté humaine, mais au contraire ce qui l'institue et l'investit. Donc ce qui la réalise. Donc vous retrouvez dans le texte de Lévinas une position qui rejoint celle de Marx en termes conceptuels, puisque l'un et l'autre font le même projet éthique, ou en tout cas sans rentrer encore dans les implications politiques que chacun va en tirer, mais en termes de qu'est-ce qu'est l'éthique, chacun a le même presque concept, le même projet. Mais évidemment, et au fond ça peut paraître jugé plus ou moins anecdotique, mais l'un va dire que c'est la position judaïste, Lévinas, et l'autre, Marx, dans son texte, va au contraire considérer que le judaïsme est la position antagonique, en quelque sorte. Ce n'est pas Marx qui institue le judaïsme comme position antagonique, c'est quelque chose qu'il récupère d'une histoire, comme je vous dis. C'est la première chose que je voulais poser avec vous, que vous gardiez un peu à l'esprit. La deuxième chose, qui est un second point préliminaire, est la question du rapport entre le politique et l'appareil d'État. Les appareils d'État, les appareils de pouvoir. Vous savez qu'il y a trois positions, rapidement. On peut viser comme projet politique l'idée tout simplement de prendre le pouvoir, de se saisir des appareils de pouvoir de manière à inaugurer une politique. Et c'est le jeu des élections dans un régime parlementaire. On a un programme politique qu'on annonce qui va être celui qu'on va réaliser si on nous confie ou si on accède au pouvoir, c'est-à-dire
c'est-à-dire à la mainmise sur les appareils de pouvoir. Alors par exemple, vous avez eu récemment dans Libération, le 10 janvier, un appel d'un certain nombre d'intellectuels à ce qu'il y ait des primaires à gauche, de manière précisément à ce que se joue un véritable projet politique qui visera à se saisir du pouvoir de manière légitime pour les élections et qui annonce la politique qu'il s'agira de mener. Voilà, nous voulons, je vous lis quelques phrases de cet appel, nous voulons du contenu, des idées, des échanges exigeants. Nous appelons à une grande primaire des gauches et des écologistes. Notre primaire est la condition sine qua non, non pour qu'un candidat représente ses forces à l'élection présidentielle en incarnant... Pardon. Notre primaire est la condition sine qua non pour qu'un candidat représente ses forces à l'élection présidentielle en incarnant le projet positif dont la France a besoin pour sortir de l'impasse. Elle est l'opportunité de refonder notre démocratie. Oui. Un projet ambitieux, mais donc qui va se formuler, se formaliser, se concrétiser au travers des élections qui visent à se saisir d'appareils de pouvoir. Deuxième option, deuxième positionnement aussi, cette fois, non pas se saisir des appareils de pouvoir pour mener à bien une politique avec le moyen de ces appareils, mais transformer les appareils de pouvoir et parfois les destituer pour en instituer de nouveaux. Alors ça peut être dans le cadre de ce que Mélenchon appelle ce projet de 6ème République, mais ça peut être aussi la question de la Révolution française, qui a été de destituer la monarchie et d'instituer une république. Après, c'est transformation d'appareils de pouvoir. Et troisième position, ni se saisir des appareils tels qu'ils existent, ni les transformer, mais se soustraire aux appareils de pouvoir. Un mouvement de soustraction qui caractérise dans la pensée contemporaine des gens, par exemple, comme le marxiste irlandais John Holloway, ou alors aussi bien Badiou et Lazarus, Agamben. Chez Lévinas, c'est une question intéressante, une tension chez Lévinas entre la question de l'éthique et la question de la politique, où le tiers risque d'introduire la figure de l'État. Et chez Lévinas aussi, on pourrait faire une lecture de Lévinas qui irait dans ce sens d'une soustraction aux appareils. Alors ces trois orientations, ces trois positions peuvent être antagoniques ou elles peuvent aussi converger, pourquoi pas, et construire une forme de penser à un front progressiste qui, à l'intérieur desquels ces trois positions peuvent converger. Alors, ces deux préambules, ces deux points de préambule étant posés, je voudrais maintenant vous parler d'un livre, qui est un livre de l'économiste Gaël Giraud, qui s'appelle L'illusion financière. Alors, Gaël Giraud est un économiste qu'on peut qualifier au sens large de progressiste. Et c'est également un prêtre jésuite. C'est un livre très, à la fois très didactique et très riche en termes de... C'est un économiste extrêmement compétent, très très fort, et qui a vraiment une approche réformatrice, et un projet à la fois qui touche à la question de réformer l'économie, la question de la finance, de l'écologie, des institutions européennes. C'est un livre très riche dont je vous recommande vivement la lecture. Et donc pour notre propos de ce soir, je me concentrerai sur un peu le nerf, c'est-à-dire premier chapitre et dernier chapitre. Donc je n'évoquerai pas tout ce qu'il y a entre et qui est très, très riche. Et vous découvrirez par vous-même. Alors, l'argument de son livre, c'est une critique serrée, très instruite, de ce qu'on peut appeler les économistes néolibéraux, et notamment sur la question des finances. Le premier chapitre s'intitule « La société de propriétaires, un idéal messianique ?» point d'interrogation. Je vous résume le propos. Il part de la fameuse crise des subprimes et du concept de
ce qu'on appelle la pyramide de Ponzi. Une pyramide de Ponzi consiste à rémunérer les investissements effectués par des clients au moyen des fonds procurés par les nouveaux entrants. La chaîne s'interrompt et la pyramide s'effondre quand les sommes procurées par les nouveaux entrants ne suffisent plus à couvrir les rémunérations des clients précédents. Bon, c'est la fameuse crise des subprimes, vous avez tous à peu près en tête ce dont il s'agit. Ce qui m'intéresse dans ce chapitre, c'est que ce qu'il montre, c'est que l'idéologie qui est à l'origine de cette pyramide de Ponzi dans le domaine des subprimes, des techniques financières qui ont donné lieu à cette crise, c'est un idéal de propriété. Il s'agissait, au fond, de faire en sorte qu'un maximum d'Américains accèdent à l'achat d'une maison, qu'ils puissent vivre dans un lieu qui lui appartient, qu'ils soient propriétaires de sa maison. Il s'est avéré, à la fin de la course, que non seulement ils n'ont pas eu leur maison, mais ils étaient ruinés, et il n'y avait que beaucoup de monde. C'était Alors, ce qui montre, ce qui intéresse Giraud, c'est de dire, au fond, cet idéal de propriété privée, ce n'est pas par hasard qu'il aboutisse à ce type de drame financier, en quelque sorte. Vous voyez ce type d'effondrement. Et ce qu'il faut interroger à l'arrivée, c'est pas simplement, évidemment, la question de la régulation financière nécessaire dont il va parler tout au long du livre, mais aussi l'idéal de propriété privée qui a gouverné, qui a, en quelque sorte, structuré les techniques financières qui ont suivi. Alors je vous lis un passage de ce premier chapitre qui est un peu la conclusion. Aujourd'hui, la pyramide de Ponzi immobilière s'est écroulée. Le taux de propriétaires aux États-Unis est retombé à son niveau de 2001. Le rêve de Bush ne s'est pas réalisé. Fin 2008, une maison sur 355 aux États-Unis était saisie ou son propriétaire en défaut de paiement. Plus de 3 millions de ménages ont perdu leur logement entre 2008 et 2012. Plusieurs milliers d'entre eux dorment dans leur voiture. C'est donc avec une ironie justifiée que l'historien Thomas Segru titre l'un de ses articles « Le nouveau rêve américain, la location », où il écrit « Chaque génération a renouvelé le credo selon lequel ce sont les propriétaires qui assurent la défense de la nation. Pendant la guerre froide, les propriétaires constituaient l'armature morale qui protégeait l'Amérique des redoutables influences extérieures. » Fin de citation. Donc, commente Giraud, tout se passe comme si, à la faveur de l'extraordinaire propagande menée après-guerre contre le péril rouge, les propriétaires étaient devenus le nouveau peuple messianique de la société américaine. La révolution reaganienne a permis à cette eschatologie de la propriété privée de survivre à la chute du mur de Berlin. Au début des années 2000, le mécanisme de titrisation, c'est une technique financière qui a permis cette pyramide de Ponzi de se mettre en place. Les prêts subprimes et les aides toujours plus importantes du gouvernement au crédit immobilier ont accompagné l'accomplissement de cette mission. Il conclut, donc cette utopie d'une société de propriétaires, est-ce bien l'idéal que nous voulons construire, nous, Européens? Gagner plus ou toujours plus de croissance sont-ils des impératifs plus féconds que tous propriétaires? Et si tel n'est pas notre projet, quel est-il? Donc, vous voyez, premier chapitre, s'interroger sur cet idéal de la propriété privée, qui pour lui converge avec des idéaux comme gagner plus ou toujours plus de croissance, et s'interroger et réinterroger le projet européen. Se demander, dire au fond, voilà, ce type d'idéaux conduit dans une impasse et dans des drames, des échecs à la fois économiques et sociaux. Il s'agit de repenser un projet de société. C'est ce qui... Ces vertus, d'abord, donc tout au long du livre,
en abordant de manière très didactique et très claire des questions économiques et des techniques très, très intéressantes et plus techniques. Et dans un dernier chapitre, sur lequel on y vient tout de suite, il aborde un chapitre qui s'intitule « Nous libérer du veau d'or ». Et ce chapitre m'intéresse particulièrement parce que c'est là qu'il va mettre en place le projet éthique fondamental qui l'intéresse, comment chez lui, donc cet économiste qui est également prêtre, ce projet éthique est structuré par, au fond, des enseignements bibliques et sa lecture de la Bible. Alors, qu'est-ce que le veau d'or? On peut c'est, selon lui, la privatisation des communs que devrait être la liquidité et le crédit. Donc, il y a une réflexion au long du livre sur la question du commun par différence à l'antagonisme public-privé. Je ne vais pas m'étendre là-dessus tout de suite. Mais en tout cas, ce que je vais vous montrer, c'est que vous voyez bien comment la question de l'idéal de la propriété privée, pour lui, c'est ce qu'il s'agit de mettre en cause, et comment ça rejoint, évidemment, des questions, et celles aussi de Marx. Alors, page 232, cette autre formule, voilà. Il s'agit désormais de reprendre notre cheminement politique vers d'autres figures du lien social, construites à travers le débat démocratique et non sur le rapport de force muet des transactions financières. Vous voyez un propos assez général qui situe bien l'antagonisme entre un projet de société fondé sur une logique exclusivement marchande, qui est ce qu'on appelle le rapport de force muet, et d'autre part, qui sont liés à lui, un projet de société qui soit fondé sur le débat démocratique ici, mais plutôt avoir après sur la question de la parole. Alors j'y viens tout de suite. Et là maintenant on va rentrer, c'est maintenant qu'il va convoquer des références bibliques. Alors la première intervient page 235, où il parle de la violence légale qui s'exerce dans les échanges purement économiques. Et il écrit à cette violence légale doit pouvoir se substituer une parole échangée démocratiquement, dans le respect mutuel et la confiance que cette parole peut être entendue. Cette parole échangée inclut, parmi ses tâches les plus urgentes, la réinscription du droit et de l'interdit au sein des marchés financiers. La question de la régularité, réguler les marchés financiers. Car nous savons, depuis le livre 3 de la Genèse, que l'interdit, loin d'être une privation odieuse de liberté ou d'innovation, est une parole entre nous qui vient rappeler que les marchés ne sont pas l'origine du lien social. Alors, interdit, il l'écrit, pour montrer que l'interdit au départ, l'interdit, littéralement, n'est pas quelque chose qui vient limiter, mais c'est une parole échangée. Que ce qui est fondateur du lien social, c'est cette parole échangée et non pas le commerce des choses et la logique marchande. Ça, donc cet argument-là, il le prend au chapitre 3 de la Genèse, donc la question de l'arbre de la connaissance. Et donc c'est cette référence-là qui vient ici structurer son propos. Donc on voit bien se dessiner deux conceptions antagoniques du lien social. D'une part, la conception néolibérale, qui est celle de la logique exclusivement, où la logique exclusivement marchande fait loi et société, et d'autre part, une autre conception, où la logique marchande, ce n'est pas la logique marchande qui fait loi, mais la parole échangée. Et donc la relation humaine, la relation éthique, au sens où vous voyez des débats démocratiques, l'interdit, la parole entre nous. Et puis il en vient
à l'angoisse de Jacob. Et là, c'est un nouvel épisode de la Bible qui va structurer son propos, qui est au chapitre 32-33 de la Genèse, lorsque Jacob quitte Laban. Alors, en deux mots, je vous rappelle, ceux qui n'ont pas l'esprit, Jacob substitue le droit d'aînesse, la bénédiction à son frère Ésaü, et il s'enfuit. Il doit quitter l'île de s'enfuir pour éviter de voir la vengeance d'Ésaü. Il va partir de l'autre côté du Jourdain, et là-bas va travailler pour Laban plusieurs années. Il va épouser d'abord Léa puis Rachel, et ensuite avec ses biens et ses femmes et ses enfants, il quitte Laban, qui d'abord le poursuit, mais finalement il s'arrange et il traverse le Jourdain, et traversant le Jourdain, il sait qu'il va de nouveau à la rencontre du frère Ésaü, avec lequel les relations n'étaient pas au beau fixe. Et là, il a peur. Alors, à ce sujet, je vous lis le texte de Gaël Giraud. Voilà, il se pose la question suivante. Croyons-nous profondément qu'autrui est d'abord pour nous une menace, un rival, un concurrent? Vous voyez, on retrouve ici la question de la liberté telle que l'avait pensé Marx, en disant que autrui n'est pas une limite, mais la réalisation de la liberté. Donc est-ce que c'est une menace, un rival, un concurrent, autrui? Ou bien, par-delà les vicissitudes de quelques-uns, une promesse de vie heureuse? L'orientation de ma vie tout entière se trouve en partie déterminée par la réponse éventuellement implicite que je formule pour moi-même à cette question existentielle. Elle informe également l'orientation de notre société. Si nous sommes convaincus que l'autre est un danger, alors en effet, il n'importe plus au point de nous en défendre. Comment néanmoins entrer en relation dans de telles conditions? Comment trouver du goût, de l'énergie pour faire société? C'est le problème auquel fait face Jacob à l'heure de retrouver son frère Ésaü de l'autre côté du Jourdain en Genèse 32-33. Et, qui s'en étonnera, Jacob ne trouve pas mieux pour tenter d'adoucir la violence qu'il anticipe, peut-être à tort, chez son frère, que de lui céder son troupeau et même ses serviteurs, sa propriété. C'est la première tentative qu'enregistre la Bible de dépasser la peur de l'autre par le commerce des choses. L'idéal messianique de la société de propriétaires, Confère chapitre 1, peut se lire comme la tentative de projeter en horizon ultime de nos sociétés cette solution imaginaire à l'angoisse de Jacob et la propriété privée. Donc, effectivement, Jacob traversant le Jourdain, envoie, pour prévenir l'hostilité qu'il imagine peut-être à tort de manger chez son frère, pour prévenir cette hostilité, il envoie des offrandes, des séries d'offrandes. Giraud explique. Ici, on a le point où on voit comment c'est le commerce des choses, la logique marchande, qui vient faire le lien social. Et c'est l'idéal de la société de propriétaires qu'il avait décrit au premier chapitre. On voit s'exprimer à travers l'attitude de Jacob à ce moment-là de résidu. Alors je continue un passage un peu plus loin, où il reprend ce thème, où il s'interroge en Europe sur le fait que les élites européennes ont tendance à avoir peur du peuple, à penser qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que l'Europe, qu'il faut éviter trop de les interroger à ce sujet, et qu'au fond la démocratie c'est dangereuse parce que la populace ne comprend pas la construction européenne. Ce fantasme est entretenu par une certaine élite pour se rassurer elle-même. Elle incarne bien à ses propres yeux du moins le progrès, la conscience, l'éducation supérieure, l'Europe, la mondialisation. Les autres citoyens seraient coupables d'archaïsme gaulois, d'obscurantisme, de manque d'éducation, d'anti-européisme primaire, de protectionnisme, poujadisme. Cette peur est analogue à celle de Jacob.
Elle s'est exprimée de manière explicite, par exemple, à l'occasion d'une réplique du président Obama le 27 mars 2009 à la Maison-Blanche, à un banquier qui tentait de justifier ses bonus. « Mon administration est la seule chose qui existe entre vous et les fourches », lui a dit Obama. La crainte des fourches est bien réelle des deux côtés de l'Atlantique, dans les couloirs parlementaires comme dans les salles des marchés. Et de même que Jacob s'imagine, en cédant son troupeau à Ésaü, apaiser sa colère fantasmée, de même une certaine partie des élites nord-atlantiques s'imagine qu'il faut garantir la prospérité économique aux citoyens archaïques pour s'épargner d'avoir à dialoguer avec eux. Ne serait-ce pas au fond le pari sous-jacent à la construction européenne, construire une union politique que l'on croit impossible à réaliser avec le consentement des peuples, mais pour cette raison la construire à l'insu des peuples, en les amadouant par la prospérité économique que le marché unique et la finance dérégulée étaient censés garantir. Donc vous voyez que dans le recours ici à l'épisode biblique s'intègre parfaitement à l'argument politique de Gaël Giraud, et où, dans ce passage de la Bible, il voit comment Jacob, ayant peur de l'autre, de son frère, une peur fantasmatique, s'interroge-t-il, puis ensuite il écrit plus explicitement que c'est une peur fantasmatique de l'autre. Cette peur fantasmatique de l'autre, donc, c'est ce qui fait qu'à la place de la rencontre d'autrui, il va installer le commerce muet des choses, l'idéal de la propriété privée, et que c'est cette même logique qu'il identifie chez certaines élites européennes, et plutôt que de construire une Europe véritablement démocratique, construire une Europe à l'insu des peuples, c'est-à-dire où le pouvoir est détaché des peuples et les domine. Donc Jacob d'Israël ici est dans la position, si vous voulez, des élites, des classes dirigeantes et possédantes qui amadouent pour gouverner et qui manient l'illusion des choses et de la marchandise. Alors évidemment, ça n'est pas sans évoquer ce qu'a été la position du judaïsme dans le discours philosophique progressiste, notamment depuis Marx jusqu'à Simone Weil. Alors, Giraud, page 239, écrit ceci. Dans cet épisode-là, entre le moment où Jacob envoie son troupeau pour apaiser son frère et le moment où il va le rencontrer à la fin de l'épisode, il y a entre-temps le combat de Jacob avec l'ange. Giraud écrit « Or, après une nuit de combat où Dieu consent à être vaincu, parce qu'il renonce, lui, à la violence, Jacob ose enfin franchir le gué de Yabok. Les deux frères tombent dans les bras l'un de l'autre, ils se parlent, ils pleurent. Si les narrateurs du premier livre de la Torah, de Genèse, esquissent cette tentation, mue par l'angoisse de la violence, de la vengeance et de la jalousie, de remplacer la parole par le commerce muet des choses, c'est pour en nier toute fécondité. Un troupeau ou un portefeuille d'actifs financiers n'ont jamais conduit deux frères à se parler en vérité. Et si deux frères ne parviennent plus à se parler, qui pourra dialoguer dans la cité? Donc, dans son analyse, ce que dit Gaël Giraud, c'est que ici les rédacteurs, les narrateurs de la Torah auraient décrit Jacob dans cette position-là, mais non pas pour en faire l'éloge, mais pour montrer que cette position-là, donc celle de l'idéal du propriétaire, du commerce des choses, logique marchande, etc., idéal de la propriété privée, pour montrer que cette tentation de remplacer la parole, la nécessaire rencontre avec autrui par le commerce des choses est inféconde et vouée à l'échec. Mais il n'empêche que c'est Jacob qui l'incarne. Alors, ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est
vous montrer comment, dans ces textes, ces écrits, comment il y a une tradition, en quelque sorte, de pensée progressiste, dans lequel le judaïsme est dans une position qui est une position réactionnaire. C'est du pouvoir. C'est d'un projet de société fondé principalement sur la marchandise, sur le fétiche de la marchandise. Alors, pourquoi c'est comme ça? C'est une longue histoire. Ce qui m'intéresse, moi, alors, je pense que ici, on a affaire à des gens qui sont éduqués, tout ça, qui connaissent. Mais je veux quand même préciser, on est tous d'accord que l'antisémitisme, c'est une idéologie raciale, raciste. Le motif philosophique de l'antijudaïsme est tout à fait autre chose. C'est un motif idéologique qui n'est pas raciste, qui est précisément à l'intérieur des conflits doctrinaires. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les préjugés idéologiques ici. Alors, ce que je vous propose de faire rapidement, c'est de s'interroger et de se demander, voilà, lisons le passage en question et voyons, est-ce qu'effectivement, c'est la position de Jacob d'incarner à ce moment-là l'élite, la classe dirigeante et possédante qui institue le commerce des choses en lieu et place de la rencontre d'autrui. C'est ça la question. Alors, j'ai avec moi une Bible en hébreu, mais j'ai aussi, je prends par convention comme référence la traduction de la traduction œcuménique de la Bible. Et je vous lis quelques versets. Jacob envoya, donc il traverse le Jourdain, Jacob envoya devant lui des messagers vers son frère Ésaü au pays de Séir, dans la campagne d'Édom. Il leur donna des ordres et dit: vous parlerez ainsi à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et m'y suis attardé jusqu'à présent. Je possède taureaux et ânes, petits bétail, serviteurs et servantes. Et j'ai tenu à envoyer des messagers pour informer mon seigneur Ésaü, afin de trouver grâce à ses yeux. Donc effectivement, la première chose que fait Jacob quand il franchit le Jourdain et qu'il anticipe la rencontre avec Ésaü, c'est d'envoyer des choses, des marchandises, des richesses, l'offre, pour prévenir une violence, la violence de la rencontre, c'est-à-dire qu'il substitue le commerce des choses à la rencontre, parce qu'il craint la rencontre qui serait le lieu d'une violence. Et Géraud s'interroge d'abord, est-ce qu'il pense à tort, puis ensuite évoque une peur fantasmatique de l'autre. La peur de l'autre. Je lis maintenant le verset qui suit. Les messagers revinrent vers Jacob et dirent: nous sommes allés chez ton frère Ésaü, lui aussi marche à ta rencontre. Il a 400 hommes avec lui. Il a 400 hommes avec lui. Alors, vous avez rendez-vous avec quelqu'un, avec votre frère, vous y allez, on vous dit, il vient, mais il n'est pas tout seul. Il a 400 types avec lui. Bon, c'est chaud. 400, c'est une symbolique. Ésaü règne sur Édom. Et il vient, il a 400. Son 400 hommes, c'est son armée. C'est un chef. C'est un seigneur. C'est un seigneur. Qu'est-ce que fait Jacob? Il décompose un certain nombre d'envois, c'est très précisé. Et il envoie des offrandes. Première salve d'offrandes. Type arrive, on va lui demander ça. Ésaü va demander qu'est-ce que c'est. Je vais lui dire c'est à qui sont ces biens, d'où viennent-ils? Et Ésaü dit c'est
d'envoyer Jacob, on va dire c'est à toi, c'est Jacob qui vient derrière, qui te les envoie pour toi c'est un cadeau. Deuxième sable, il continue, troisième, quatrième. L'idée de Jacob, c'est que quand ils vont se rencontrer, il aura tellement reçu qu'il sera apaisé. Parce que Jacob le dit explicitement, donc quand on lui dit qu'il vient avec 400 hommes, à la suite du verset, Jacob eut très peur et l'angoisse le saisit. Parce qu'il sait très bien de quoi il s'agit. Ce passage, donc, en termes, si vous voulez, de biologie culturelle, très, très simplement, dans le contexte du Proche-Orient antique, on est tout à fait dans la situation de vassal qui vient rendre hommage au Seigneur, au suzerain, et qui fait acte de soumission. Il fait acte de soumission en livrant son tribut. C'est une pratique tout à fait classique dans les Proche-Orient. Et lorsqu'il va le rencontrer, Jacob va se prosterner. Donc on est tout à fait dans un passage qui, par sa littéralité et par le contexte culturel, si vous voulez, du Proche-Orient antique, est très clairement, très explicitement celui de quelqu'un qui vient faire acte de soumission à un seigneur, au maître des lieux. Et lorsque le maître des lieux vient avec 400 hommes, la donne est très claire. Donc quand vous faites référence, quand vous voyez ce texte en question, vous voyez, Giraud, dans son commentaire, prête à Jacob l'idée de dépasser la peur de l'autre, peur fantasmatique par le commerce des choses. Or, et c'est ce qu'il prête au fond, ce qui serait analogique au rapport des élites, des classes dirigeantes et possédantes avec le peuple, quand on se réfère à la lettre du texte, ce n'est pas ça. Parce que, un, c'est pas une peur fantasmée. Les 400 hommes qui arrivent, c'est pas un fantasme. Et deuxièmement, Ésaü n'est pas le peuple, il est le pouvoir. C'est l'appareil du pouvoir. Donc Jacob, devant l'appareil de pouvoir et sa force, fait acte de soumission. Parce sinon, il est massacré. Et il est anéanti. Le verset est explicite sur cette clé. Et j'ai peur de lui, j'ai peur qu'il ne vienne et ne nous frappe, moi, la mère avec les enfants. Donc la mère sur les enfants en hébreu, c'est-à-dire que c'est l'anéantissement total. Donc, ça n'est pas la peur fantasmatique de l'autre, c'est la peur rationnelle du maître des lieux, de celui qui a le pouvoir, de l'appareil du pouvoir. Ce qui fait que lorsque, ayant reçu tous ces biens, ils vont enfin se rencontrer et ils vont tomber dans les bras l'un de l'autre et pleurer, on a à la fois, si vous voulez, un parfum messianique, d'une rencontre réussie avec l'autre homme, et à la fois on mesure bien cette dimension parodique, parce que ça n'a été possible que parce qu'il y a eu acte de soumission au pouvoir. Et donc là, ce qui rend problématique la rencontre d'autrui, c'est la question de l'appareil du pouvoir, et de la nécessaire soumission à l'appareil du pouvoir. Autant je partage, non pas je partage, mais j'apprends de Gaël Giraud sur tout l'aspect économique, qui fait les 98% de son livre. Autant, lorsque ces références sont bibliques, je constate comment il me semble que la construction idéologique malmène le texte, l'ignore, ne le comprend pas. Et maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de me poser la question, au fond, si on prête un enjeu, si on prête des enjeux, comme le fait Giraud, à ces textes-là, en pensant qu'ils peuvent de nouveau structurer
quelque chose comme un projet politique ou une pensée, tout simplement, au sens plus large. Alors je vais me demander quelle est la position de Jacob sur cette question du pouvoir. Bon, il fait acte de soumission parce qu'on comprend bien qu'il n'a pas le choix. Il vient avec 400 hommes, il n'a pas le choix. Donc quelle va être sa position sur cette question du pouvoir? Alors la suite du texte, après la rencontre, c'est que donc ils s'embrassent et Ésaü va accepter les biens des francs. Et voilà, Ésaü dit bon, il se rend compte, tout va bien. Ok, Ésaü dit levons le camp et partons, je marcherai à tes côtés. Jacob lui répondit, mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai à ma charge des brebis et des vaches qui allaitent. Si on les bousculait, ne fût-ce qu'un seul jour, tout le petit détail mourrait. Que mon Seigneur veuille passer devant son serviteur, moi je cheminerai doucement au pas du convoi qui me précède et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive près de mon Seigneur en Séir. Ésaü est le maître, le Seigneur de Séir. Et donc, Ésaü lui dit marchons côte à côte. Jacob lui dit non, moi tu sais, je suis avec des êtres fragiles qui vont lentement, pars devant, je te pars devant, hein, jusqu'à ce que je veux marcher au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive près de mon Seigneur en Séir. Ésaü dit, je désire laisser avec moi quelques-uns de ceux qui m'accompagnent. Jacob lui répond, à quoi bon, répondit-il, il me suffit de trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Voilà. Je n'ai pas besoin de protection, lui dit Jacob. Pas besoin que tu me laisses tes hommes. Ça, le fait que tu m'aies rendu grâce me suffit. Ce jour même, Ésaü reprit sa route vers Séir. Voilà. Donc Jacob dit, je vais aller plus lentement à mon rythme, part devant. Ésaü s'en va avec ses 400 hommes vers Séir. Et Jacob lui a dit, je te rejoins là-bas. Donc c'est ce que nous allons voir, là je suis verset 16 du chapitre 33. Donc ce jour même, Ésaü reprit sa route vers Séir, tandis que Jacob gagnait Sukkot, où il se bâtit une maison et une fille lui pour son troupeau. Là, celui-là, je vais quand même vous le lire en hébreu, vous le traduire plus littéralement, parce que les mots sont donc, je vous le dis en hébreu, je vous le traduis littéralement. Vayashav Bayom Ahou, il retourna ce jour-là, Ésaü retourna ce jour-là, les Darko Séira, il reprit son chemin vers Séir. Veyaakov Nasa Sukota, et Jacob partit vers Sukkot. Donc, Jacob lui dit, pars devant, je te rejoins. Et il va dans le sens, il va aller. Pars devant, je te rejoins à Séir, le lieu de domination de lui, il s'en va aller. Alors, c'est un verset qui est commenté dans un traité du Talmud qui s'appelle Avodah Zarah, qui est commenté à la page 25b, dans un contexte où il est question justement de maîtres du Talmud qui sont sur les routes et qui rencontrent des types qui sont en fait des brigands. Et donc on dit, quand ces types que tu soupçonnes d'être des brigands te demandent de où tu vas, là tu leur dis je vais plein nord, et en fait tu vas plein sud. Et ils apprennent ça de ce verset-là. Le Talmud cite, on l'apprend de ce verset. Vous voyez comment fonctionne le Talmud? L'idée n'est pas de nous dire un truc comme ça, simplement, quand tu rencontres des gens louches, je leur dis pas où tu vas, dis-leur tu vas là-bas, et voilà. Ce qui est intéressant, c'est que quand on dit on apprend ce verset-là, c'est une manière de nous éclairer sur les enjeux de ce verset. Un commentaire, on dit clairement, donc, on cite, et Jacob partit pour Sukkot. Sukkot, c'est le lieu. Et le Rashi, le commentateur du
du XIe siècle commente le Talmud, il commande, donc Jacob participe au code, il commande dans la marge, et il n'alla pas assez. Tout ce qui m'intéresse, c'est ce il n'alla pas assez. Alors, je sais pas, je suis à combien de temps là? Il me reste une demi-heure. Bon, je ne vais pas. Il y a un passage dans Spinoza, quand même, dans le chapitre 16 du traité politique, du traité théologico-politique, sur la question de la fondation du pacte social, où il prend l'exemple, vous savez, la différence entre Spinoza et Hobbes. Spinoza écrit dans une lettre que la différence de Hobbes maintient toujours le droit naturel. Et dans ce chapitre 16, il évoque la question je vais quand même vous lire le passage. Il dit, voilà, on ne renonce jamais à son droit naturel, c'est-à-dire que, par différence avec Hobbes, au fond, l'ordre institutionnel ne régit jamais sans reste les êtres humains, qui restent toujours, au fond, l'état de nature, si vous voulez, demeure continuellement. L'exemple qu'il prend est tout à fait... pour le faire mieux entendre, alors c'est pour ça que Spinoza dit, voilà, un contrat, un pacte social, une institution, ne contraint à l'obéissance que tant que le pouvoir a la force de contraindre à l'obéissance. Ça n'est qu'un rapport de force qui contraint à l'obéissance, fondamentalement. Et donc lorsque chaque individu renonce à son droit naturel, de sorte qu'il y ait un pouvoir institué, il n'y renonce jamais absolument. Il n'y renonce que tant qu'il est contraint au fond d'y renoncer parce qu'il a intérêt à obéir. S'il n'y a plus intérêt, alors il n'est plus contraint. Et il dit, pour le faire mieux entendre, supposons qu'un voleur me contraigne à lui promettre de lui faire abandon de mes biens où il voudra. Puisque mon droit naturel est limité, comme je l'ai montré par ma seule puissance, il est certain que si je puis par ruse me libérer du voleur en lui promettant ce qu'il voudra, il m'est par le droit naturel loisible de le faire, autrement dit de conclure par ruse le pacte qu'il voit. On a ici quelque chose de la position de Jacob par rapport à Ésaü, au sens où il est contraint de se soumettre, mais il va se soumettre par ruse. Dès que l'autre part, il va à Sukkot, et non pas à Séir. Alors, qu'est-ce que c'est que... La position de Jacob n'est pas simplement, évidemment, elle s'entend d'abord Sukkot. La question serait maintenant d'analyser qu'est-ce que c'est que Sukkot, ce lieu où il va plutôt qu'à Séir, où est le lieu où Ésaü domine sur le champ d'Édom. Alors qu'Ésaü domine sur le champ d'Édom, dans la tradition rabbinique, ça va être la question de Rome au centre de l'Imperium. C'est le lieu de l'Imperium. Et la position de Jacob, c'est de se soustraire. C'est ce que je vais appeler un mouvement de soustraction continue. Un mouvement de soustraction continue au pouvoir des éléments. C'est-à-dire un mouvement de soustraction continue à la figure de l'Imperium. Alors comme pour étudier ensemble avec les textes qu'est-ce qui se joue dans ce rapport entre Sukkot, le lieu où va Jacob, qu'est-ce que ça signifie, et Édom, c'est un vaste programme d'études. Donc je vais simplement, ce que je veux faire, c'est revenir dans l'hyper-contemporain et vous lire un texte qui est paru dans Libération en réponse à l'appel à imprimer à gauche. C'est un texte qui a été publié donc, dans le journal Libération du 25 janvier par Éric Hazan et Julien Coupin. Alors je vous lis. Ça s'appelle « Pour un processus destituant, invitation au voyage ». Depuis quelques jours, on perçoit dans les cendres de la gauche quelques lueurs rougeoyantes.
les réticences sur la déchéance de la nationalité française et l'appel à une primaire pour l'élection présidentielle à venir. Le malaise pointe. À force de voir l'exécutif s'aligner sur des positions de droite ou d'extrême droite. Ces intellectuels, ces militants, ces élus de gauche réclament du contenu, des idées, des échanges exigeants, afin que le candidat à leur primaire incarne le projet dont la France a besoin pour sortir de l'impasse. Bref, ils veulent encore croire à la politique. Ils n'ont manifestement pas eu vent de la nouvelle pourtant retentissante. Toute cette politique est morte. Comme sont morts les mots dans lesquels se dit la chose publique. La France, la nation, la République, etc. Comme est morte la pompe institutionnelle dont s'entoure le vide gouvernemental. La politique a poussé son dernier râle l'été dernier, là où elle était née il y a plus de 2000 ans, en Grèce. Alexis Tsipras fut son fossoyeur. Sur sa tombe sont gravés ces mots prononcés en guise d'oraison funèbre par le ministre allemand de l'économie, Wolfgang Schäuble. On ne peut pas laisser les élections changer quoi que ce soit. Voilà, tout est dit et sobrement. Refuser de faire le deuil de la politique, appeler au contraire à lui redonner du sens, voire à en faire autrement, c'est spéculer sur des stocks de crédulité qui sont à sec, sur des provisions d'espoir décimées, sur des gisements d'illusions parvenus à l'étiage. Qui attend d'un ministère Montebourg avec Piketty à l'économie et Rosanvallon à la culture qui nationalise le crédit, désarme la police, fasse cracher les multinationales ou calme la frénésie antiterroriste. Chacun sait bien qu'il ferait comme Tsipras et bientôt Podemos, car c'est tout le cirque électoral et la sphère publique où ils s'étalent qui ont fait leur temps. Qui écoute encore les journalistes en dehors des jours d'attentats? Qui accure de l'opinion des intellectuels? Qui se soucie de nos jours des déclarations des ministres? Imaginez qu'un Premier ministre ait cette phrase orwellienne « L'état d'urgence, c'est l'état de droit ». Si quelqu'un prêtait encore attention à ces propos, on en plaisanterait encore au bistrot. Mais tout le monde s'en fiche. Le vote FN et l'abstention de masse sont deux symptômes d'un système électoral rendu au point de rupture. Mais ces symptômes, il faut les lire depuis le dehors de ce système, depuis tout ce qu'il a déjà fui, depuis la réalité d'une désertion intérieure, diffuse mais vaste comme un continent. On prétend sur la passerelle du navire que ce continent n'existe pas. À peine admettons l'existence de quelques îlots flottants, comme cette ZAD que l'on aimerait tant expulser. Nous n'avons aucune raison d'endurer 1 an et demi de campagne électorale dont il est déjà prévu qu'elle s'achève par un chantage à la démocratie. Pour cesser de subir ce compte à rebours, il suffit d'en inverser le sens. Nous avons plutôt 1 an et demi pour en finir avec toute la triste domesticité des aspirants-chefs et le confortable rôle de spectateurs où leur course nous confine. Dénoncer, pourfendre, tenter de convaincre ne servirait ici de rien. Un monde de mensonges, disait Kafka, ne peut être détruit par la vérité, seulement par un monde de vérité. Plus vraisemblablement par des mondes de vérité. Nous avons 1 an et demi pour former, à partir des amitiés et des complicités existantes, à partir des nécessaires rencontres, un tissu humain assez riche et sûr de lui pour rendre obscène la bêtise régnante, risible tout ce qui se raconte dans la sphère publique, et dérisoire l'idée que glisser une enveloppe dans une urne puisse constituer un geste, a fortiori un geste politique. À l'inverse du processus constituant que propose l'appel publié par Libération, car c'est bien de cela qu'il s'agit, nous entendons amorcer une destitution pan par pan de tous les aspects de l'existence présente. Ces dernières années nous ont assez prouvé qu'il se trouve pour cela des alliés en tout lieu. Il y a à ramener sur terre et reprendre en main tout ce à quoi nos vies sont suspendues et qui tend sans cesse à nous échapper. Ce que nous préparons, ce n'est pas une prise d'assaut, mais un mouvement de soustraction continue, la destruction attentive, douce et méthodique de toute politique qui plane au-dessus du monde sensible. Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent pour partir, cœur léger, semblables au ballon, de leur fatalité jamais ils ne s'écartent, et sans savoir pourquoi, disent toujours à l'heure. Donc, ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est ce positionnement et cette formule conclusive. Ce que nous préparons, ce n'est pas une prise d'assaut, mais un mouvement de soustraction continue. Ce qui relèverait de la prise d'assaut, c'est en quelque sorte, une formule un peu métaphore militaire, mais toutes les propositions très concrètes de Gaël Giraud, de réforme
du système financier, contrecarrer la domination de la logique marchande, de réinvestir l'espace d'institutions européennes, genre d'une prise d'assaut au sens, vous voyez, c'est un projet politique, pouvoir utiliser ces appareils institutionnels pour pouvoir amener une autre politique. Et vous avez l'autre aspect ici qui consiste à être dans ce mouvement de soustraction continue à ces appareils institutionnels, ces appareils de pouvoir. Et ce qui m'intéressait dans ce... Vous voyez, c'est de voir comment Jacob, dans ce texte, au fond, très loin de pouvoir représenter les classes dirigeantes et possédantes qui ont une peur fantasmatique de l'autre et du peuple, il s'agit plutôt ici d'un mouvement de soustraction continue à l'appareil de pouvoir des élites. Et pour conclure, je vous ai trouvé c'était un texte de Slavoj Žižek. Voilà, il pose la question clé, c'est dans Que veut l'Europe, un recueil d'articles. Comment construire un espace social où la révolution pourrait se maintenir, se stabiliser? Peut-être l'une des options consisterait-elle à poursuivre la tendance inaugurée par la création de collectivités autonomes dans des zones hors la loi. Le lecteur sera peut-être surpris d'apprendre en lisant le nom de l'écrivain que le plus grand monument littéraire consacré à une telle utopie est La guerre de la fin du monde de Mario Vargas Llosa. Roman consacré à Canudos, une communauté hors la loi installée au cœur du Brésil qui fut un refuge pour les prostituées, les monstres, les mendiants, les bandits les plus misérables des prolétaires. Canudos, dirigé par un prophète apocalyptique, était un espace utopique sans monnaie, droit de propriété, impôts et mariage. Il fut en 1897 détruit par les forces militaires du gouvernement brésilien. Je passe quelques passages, je reprends plus loin. Le territoire Canudos, libéré de Bahia, restera pour toujours le modèle d'un espace libéré, d'une communauté alternative niant radicalement l'espace étatique existant. Alors, plutôt que niant, vous voyez ici, on dirait la continuité de Aslan Coupin, on dirait non pas niant, mais soustrait. Soustrait à l'espace étatique existant. Tout doit être ici assumé jusqu'au fanatisme religieux. Tout se passe comme si, dans de telles communautés, l'envers benjaminien du progrès historique, celui des perdants, acquérait un espace propre. C'est une allusion aux thèses sur la philosophie de l'histoire de Walter Benjamin. Voilà la phrase qui m'intéresse. L'utopie eut lieu ici un temps. Voilà la seule explication à la violence irrationnelle, excessive, qui fut celle de la destruction de ces communautés dans le Brésil de 1897. Tous les habitants de Canudos, femmes et enfants inclus, furent massacrés, comme si le souvenir même de la possibilité de la liberté devait être éradiqué. Je ne rentre pas ici dans la question de ce qu'était Canudos, est-ce que c'était une utopie géniale ou un délire apocalyptique, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la formule de Žižek qui dit « L'utopie eut lieu ici un temps. Voilà la seule explication à la violence irrationnelle, excessive, qui fut celle de la destruction de ces communautés. Tous les habitants de Canudos, femmes et enfants inclus, furent massacrés. » Donc le rapport que pose ici Žižek entre l'idée d'un espace social soustrait à l'appareil de pouvoir étatique et la nécessité d'un massacre sans reste. Alors s'il nous reste peut-être m'arrêter là-dessus, comme ça. Hein, il nous reste du temps, donc... Alors on va comme ça aussi ouvert qu'il y ait des questions, parce que je ne veux pas qu'il y ait des gens qui auraient des questions à poser, que ce soit frustré de ne pas pouvoir les poser sur tout ce que j'ai vu, puis sinon on continuera. Est-ce que vous avez des questions sur ce que j'ai dit ou autre chose, hein. Profitez-en. Ouais, c'est sur un sujet. Ouais, c'est ouvert.
ces rapports entre la religion et le facteur révolutionnaire. Je veux savoir ce que vous pensez de la théologie de la libération et du nouveau pape en général. De la théologie qu'est-ce que je pense de la théologie de la libération et du nouveau pape en général? Alors, sur la théologie de la libération, ce que j'en pense, c'est qu'une position qui m'est chère, c'est que je considère que ce qui est significatif ne sont jamais les identités constituées, que les divisions significatives ne sont jamais ce qui sépare les identités constituées, mais les divisions qui les traversent. Alors je m'explique. Par exemple, si je prends le cas des trois monothéistes, ce ne sont pas les oppositions entre judaïsme, christianisme, islam, etc., qui sont intéressantes. Ce sont des divisions internes au judaïsme, internes au christianisme, internes à l'islam, internes. Donc en ce sens-là, la théologie de la libération m'intéresse beaucoup parce que ce qu'a montré, ce qui a mis en évidence cette théologie de la libération, c'est qu'il y avait le Christ de ceux qui étaient... Il y avait le Christ, pour le dire de manière, pour le dire à la hache, il y avait le Christ des prolétaires et le Christ des bourgeois. Et qu'il y avait l'appareil du clergé, il y avait le clergé qui appartenait aux classes d'Amérique latine possédantes et dominantes, et puis le clergé qui combattait aux côtés des démunis ou des exploités. Et que donc c'est une division très nette à l'intérieur de l'Église, et que ce sont ces divisions-là qui sont plus intéressantes, que ce soit à l'intérieur de l'Église, à l'intérieur du judaïsme, à l'intérieur de l'islam, à l'intérieur du shintoïsme, et tout ce monde. Donc ça m'intéresse beaucoup. Concernant le nouveau pape, moi je ne connais pas bien la question. Sur le texte, par exemple, Laudato Tim Signore, le dernier. Ouais, j'en ai entendu parler. Là-dessus, j'ai deux. Moi-même, je n'ai pas étudié la question. Ce que j'ai entendu d'avis qui sont. Parce que j'ai des amis qui sont. Ça, des militants catholiques de gauche. Et certains disent qu'il est super, et d'autres sont plus critiques sur l'idée qu'en réalité c'est une théologie de libération extrêmement timorée, on retrouve un peu ce type de débat entre les réformistes et les révolutionnaires. Mais très sincèrement, je ne peux pas me prononcer parce qu'il faudrait voir ces textes et connaître un peu. Moi, j'avoue que je suis assez ignorant. Donc, parce que j'ai compris par rapport au précédent, c'est des orientations plus progressistes. Ce que j'ai compris. Mais j'en sais pas plus. Hein? Oui, bien sûr, mais je veux quand même voir s'il n'y a pas d'autres questions. Bien sûr, c'est vraiment impossible. Est-ce que, moi je vous pose une question, est-ce que dans ce que j'ai dit, c'était clair? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, des choses sur lesquelles vous avez des objections, des choses sur lesquelles je peux clarifier? Moi j'ai une question. Ouais. Donc en fait, la révolution dont vous nous avez parlé de Jacob, cette soustraction, c'est un retrait. Et ces utopies, ces expériences qu'il y a eu, c'est un retrait de la société. On n'essaye pas d'aller vers l'autre et de le convaincre. Il n'y a pas de... C'est une dynamique d'engagement qui est totalement différente. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas, derrière tout ça aussi, enfin, vous avez cité l'article de Libération, est-ce qu'il n'y a pas une désillusion? Est-ce que la réponse au problème d'aujourd'hui, elle se fait simplement pour vous dans le retrait et dans la communauté? Il n'y a pas une espace, aujourd'hui il n'y a plus de possibilité pour le dialogue et pour essayer de changer les choses, mais à l'échelle d'une société ou à l'échelle du monde, est-ce qu'on peut changer le monde simplement dans une échelle d'une communauté, enfin à l'échelle réduite, comme vous avez dit, les pauvres, les prostituées, dans cet exemple de communauté au Brésil? Voilà, deux choses dans ce que vous dites. Vraiment, je précise un point. C'est que le mouvement de soustraction
dans le texte qu'on a vu ensemble de Jacob, n'est pas un mouvement de soustraction par rapport à la société, il est un mouvement de soustraction par rapport à l'appareil du pouvoir que symbolisent les AU et ses 400 hommes de main. Et au contraire, l'idée étant que le lieu où on va pouvoir faire société réellement, c'est le lieu où on est soustrait à cet appareil de coercition et de menace. Ça, l'utopie, c'est l'utopie d'une relation à autrui qui n'est pas régentée par un appareil de coercition. C'est là qu'il va y avoir une véritable relation à autrui. C'est ça le mouvement de soustraction de Jacob, c'est de viser ce type de socialité-là. Au contraire, de viser une vraie socialité et un vrai dialogue. D'accord. Maintenant, deuxième point de votre question tout à fait essentiel, c'est de dire, mais est-ce que, au fond, le monde tel qu'il est, où les appareils institutionnels, les appareils de coercition, les appareils de pouvoir sont là, et sont là de manière dominante, est-ce que ça n'est pas réduire le projet de transformation de société à une échelle effectivement très réduite et perdre de vue donc les enjeux plus vastes? Ça, c'est le deuxième temps de votre question. Et c'est pour ça que je vous disais au départ qu'il me semblait que ces différentes positions par rapport au pouvoir ne devaient pas être pensées nécessairement de manière antagonique. C'est-à-dire que vous voyez bien que j'ai beaucoup de sympathie pour les positions de Giraud, les positions économiques, ses analyses, etc. Et évidemment, je pense que c'est nécessaire que chaque... Ce que je dirais, c'est que je pense que, vous voyez, j'ai commencé par pour dire les choses très simplement, vous voyez, cet appel de Piketty et d'autres pour qu'il y ait une primaire à gauche, de sorte de manière à ce qu'il y ait un vrai débat, une vraie proposition de gauche et non pas un truc qui soit vain. Et de l'autre, vous avez la critique de Hazan et Poupa qui disent mais laisse tomber, c'est ne pas avoir compris que tu parles d'un cadavre et que la vie est ailleurs. Moi, ce que je pense, c'est que je pense qu'il faut tenir les deux. Et ça peut paraître un peu... mais je pense réellement qu'il faut dire que ce sont des antagonismes secondaires. Tout ce qui permet, tout ce qui vise à construire une société meilleure, que ce soit dans des propositions qui peuvent être immédiatement... des propositions qui sont opérantes dans le cadre des appareils de pouvoir tels qu'ils fonctionnent, ou dans un mouvement de soustraction, je pense que ça peut être convergent. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que d'un point de vue théorique et anthropologique, il est fondamental de ne pas perdre de vue que le mouvement de soustraction correspond à une vision anthropologique fondamentale qui est qu'au fond, une vraie relation sociale se vit en dehors des appareils de coercition. Mais il est exact aussi, et vous avez raison, qu'il ne faut pas perdre de vue aussi que dans le monde dans lequel nous vivons, ces appareils existants, toute proposition qui vise à les rendre meilleurs que ce qu'ils sont, est une bonne proposition, est nécessaire et il faut les accompagner et les soutenir. J'ai répondu? Est-ce qu'il y a une autre question sur de clarification, d'objection sur ce que j'ai dit? Moi j'ai une question. Oui. Je reviens sur l'exemple de la communauté brésilienne, Macanitos. Est-ce que vous pensez que la violence qui a été mise en place pour éliminer cette communauté n'est pas à l'échelle du danger qu'elle représente pour justement le pouvoir? Puisque une société, une communauté qui se soustrait au pouvoir, logiquement pour le pouvoir, ça devrait ne poser aucun problème. Et en réalité, est-ce que le pouvoir ne voit pas un très grand danger? Je fais l'image qui m'est venue quand vous avez raconté ça, c'est les communautés juives d'Europe de l'Est qui vivaient en autarcie, complètement séparées du pouvoir, et la violence avec laquelle on les a massacrés, pas forcément par le nazisme allemand d'ailleurs, soit en Roumanie ou dans les pays baltes. Je pense également à des communautés berbères en Afrique du Nord, en Kabylie, qui ont été massacrées, parce que vous avez peut-être une utopie à se soustraire au pouvoir ambiant. Est-ce que c'est pas finalement un grand danger pour le pouvoir, si jamais ça réussissait? Vous voyez, la position de Zizek, c'est précisément ce que vous dites.
une utopie eut lieu ici. En fait, je vais vous dire, Zizek, bon, je ne sais même pas si tu as le bouquin de ça. Je ne sais pas, peut-être si du coup, ça. Mais évidemment, ce qui l'intéresse, lui, c'est de l'utopie eut lieu ici un temps. Voilà la seule explication à la violence irrationnelle. C'est-à-dire que dès lors qu'il est attesté qu'on peut exister, une socialité en dehors de l'État, c'est un danger théorique terrible. C'est le premier point, et ça, Zizek le voit très bien, et c'est sa thèse. Ce que vous dites en plus, qui est resté implicite dans mon propos, mais puisque c'est évidemment, je pense que ce qui m'intéresse, c'est que je pense que Zizek serait en revanche incapable de voir que le génocide nazi relève précisément de la même logique. Si on suit Zizek, si c'est ce que dit Zizek, c'est-à-dire, il dit, puisque tous les habitants, femmes et enfants inclus, donc c'est bien que... Bon, alors effectivement, d'après ce qu'il garde dans la même logique, effectivement, c'est exactement la même donne. C'est-à-dire que on serait tenté de dire que le danger que percevaient les nazis, c'était ce mouvement de soustraction subjectif. Ah, voilà. C'est la thèse que je tiens à voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Lorsqu'on voit aussi la typologie des rapports de pouvoir politique, donc vous parlez de l'assaut avec la primaire alternative, enfin la primaire de gauche. Et est-ce que pour cette utopie que vous évoquiez, est-ce que vous pensez qu'il y a déjà dans la société civile des formes d'organisation qui ne seraient pas touchées par le pouvoir étatique? Et sinon, est-ce que vous estimez aussi aujourd'hui Ah, mais je suis convaincu qu'il y a bien sûr des formes d'organisation de la société civile qui sont en dehors, oui. Mais j'ai un ami qui dirigeait, il ne dirige plus maintenant, mais qui dirigeait le CCFD, qui est le comité catholique contre la faim et pour le développement. Et il y a 1 ou 2 ans, ils avaient fait une grande étude sur les sociétés civiles pour analyser le dynamisme des sociétés civiles. Et les 2 critères qu'ils avaient choisis pour analyser ce dynamisme, c'était donc les associations créées dans les sociétés civiles qui étaient à but non lucratif et sans coercition. Vous voyez, ni la logique des marchands et ni c'est sous domination d'un appareil de coercition. C'était ça qui qualifiait selon eux donc le dynamisme des sociétés civiles. Ce qui était très intéressant, c'était de voir à partir de ces critères-là quelles sont les sociétés où il y a un vrai dynamisme des sociétés civiles. Et il ressortait, si je me souviens bien, que le pays où il y a le plus de dynamisme, c'était le Sénégal. Donc c'est extraordinaire quand vous repensez les critères de développement, de voir apparaître quelles sont les vraies sociétés de développement. Si je ne dis pas de bêtises, la société dynamique la plus évoluée, c'est le Sénégal. Et vous parliez de la capitulation de Tsipras tout à l'heure. Est-ce que vous pensez... Ah, c'est pas moi qui en parlais, c'est Azan et Koupa dans leur article. Oui, pour avoir votre avis, est-ce que vous pensez qu'elle était due au fait que l'impérium européen soit beaucoup trop fort et qu'aucune alternative n'était possible? Ou alors c'était un problème idéologique qui venait directement de Tsipras et un refus d'aller au bout de la logique, notamment sur la question de l'euro? C'est un peu les deux, c'est-à-dire que il semble que Tsipras ait fait preuve, de naïveté, parce qu'ils ont en gros, on fait l'analyse du Carrel, mais il semble, pour résumer les choses très très vite, c'est que il pensait pouvoir négocier ce qui n'était pas négociable. Donc la seule manière, la seule façon qu'il avait de pouvoir être dans une position qui soutienne un peu le rapport de force, c'était de pouvoir dire si vous nous imposez l'inacceptable, on se retire. Et dès lors que se retirer pour lui n'était pas envisageable, alors
il est obligé d'accepter l'inacceptable. Alors, dans votre question, pourquoi est-ce que pour lui, ça n'était pas envisageable de sortir, c'est-à-dire de sortir de l'euro, dans le cadre de la Grèce? Est-ce que votre question, c'est est-ce que c'est une impossibilité idéologique ou matérielle? C'est ça votre question? Oui, voilà. Est-ce que c'est une erreur idéologique de sa part, selon vous? Ce qui était une erreur, c'était de penser que sans cette carte-là, il pouvait se passer quelque chose lors des négociations. Ça, c'était une naïveté. Après, savoir, est-ce que c'était une erreur? Est-ce qu'il a fait une erreur tout semble indiquer que ça n'a pas bien tourné pour lui, pour eux. Maintenant, je ne sais pas jusqu'où vous voulez me pousser sur ce terrain-là. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Je peux revenir, je suis peut-être obsessionné avec l'histoire du christianisme, mais parce que, disons le peu, ce qu'on observe, c'est que dans les mouvements progressistes latino-américains, le Christ, considéré comme figure progressiste, est très important. Enfin, que ce soit dans le chavisme, où évidemment c'est le plus criant. Et j'ai l'impression que ça vient aussi en Europe, c'est-à-dire qu'évidemment le populisme latino-américain n'est pas la même chose que l'Europe, mais chez Podemos, il y a des références chrétiennes qui sont claires. Je veux dire, par exemple, rien que le fait que le premier manifeste de Podemos, Pablo Iglesias l'ait pas signé, et que ses apôtres... Le premier manifeste qui a été signé par Podemos pour les revues des élections européennes, Pablo Iglesias ne l'avait pas signé, et ses apôtres l'auraient signé, enfin l'ont signé, et certains auraient analysé ça comme une référence biblique. Et pareil, chez Tsipras, je me suis dit c'est pas du populisme. C'est une référence biblique parce que lui n'a pas signé, les apôtres ont signé. Ouais. Enfin, c'est ce que par exemple Christophe Barré explique dans ce qu'on avait fait sur Podemos. Et pareil, en Grèce, Tsipras passe la barre, les 18% qu'il a tapé en 2012 et il passe la barre en 2015. Certains analysent ça parce qu'il se définit comme force politique d'intérêt national en s'associant un peu avec l'Église orthodoxe. Est-ce que vous pensez que c'est structurellement fait dû au fait à la christianisation de ces sociétés-là et que c'est pas la même chose dans des nations déchristianisées comme la France, ou que les forces chrétiennes sont des alliés du progressisme dans une certaine mesure? Je dis c'est divisé cette question-là. Bon, d'abord l'alliance avec l'Église orthodoxe en Grèce, c'est encore une autre affaire. Mais ce qui est sûr, c'est que les divisions intéressantes ne sont jamais, vous voyez, religieux, laïques. Ça vient toujours effacer des choses qui est intéressant. Si on prend ces termes-là, ils ont l'avantage d'être parlants, ils ont une histoire. Vous avez les forces progressistes et les forces réactionnaires. L'intéressant, c'est voilà, vous avez des gens dans le christianisme, dans le judaïsme, dans l'islam, dans le bouddhisme, le laïc, ou ce que vous voulez, qui sont du côté des forces progressistes et vous trouvez les mêmes du côté des forces réactionnaires. Donc ce sont ces divisions qui sont intéressantes. Et il est clair que les textes chrétiens sont des ressources, pour les pensées progressistes. C'est clair qu'il y a beaucoup de... On peut les lire de manière très réactive, on peut les lire aussi de manière très progressiste. Alors, qu'aujourd'hui, dans les exemples bon, si pas ces exemples, je ne sais pas, chez Podemos en Espagne, l'histoire de l'Espagne, c'est compliqué. Dans l'histoire espagnole, l'Église catholique est plutôt liée au franquisme, etc. Très fortement, alors qu'en Amérique latine, au contraire, la différence chrétienne, cette force de la théologie de libération qu'elle a en Espagne. Si Podemos renouvelle ça, je ne savais pas, mais c'est plutôt un défi parce que la société espagnole, a priori, enfin, c'est très bien, hein, mais plutôt marquée par un franquisme, ce serait très bien. Et donc, ce qui est intégré, c'est toutes les grandes références
les grands textes, les grandes traditions, il faut se les approprier de manière progressiste, parce qu'elles ont toujours des possibilités comme cette, toujours des ressources, et certaines plus que d'autres après. Et de manière, c'est toujours de manière, de toute façon, c'est toujours de manière intérieurement contradictoire, nécessairement. Et c'est structurellement comme ça. Ça doit être comme ça. Ça doit être comme ça. Merci beaucoup.